Bonjour, chers collègues, et je tiens à remercier le professeur Diagana et la Ligue mauritanienne contre l'épilepsie, mais aussi le professeur Chanez Triki pour cette invitation et pour le thème de cette conférence sur la sémiologie électroclinique des crises généralisées tonico-cloniques. Alors, la classification des crises, vous l'avez vu ce matin. Donc, nous allons parler des crises généralisées qui touchent donc l'ensemble du cortex. En bleu, je vous ai mis les crises que l'on observe essentiellement dans les encéphalopathies épileptiques ou dans les épilepsies sévères. En noir, le type de crise généralisée que l'on peut voir dans les épilepsies généralisées idiopathiques, mais également dans les encéphalopathies épileptiques, bien sûr. La crise généralisée tonico-clonique se décompose en 3 phases, avec une première phase dite tonique, une phase ensuite qui est dite clonique, que vous voyez ici avec les convulsions, et une phase résolutive ou phase post-critique où la personne est somnolente, éventuellement dans le coma. Ce que vous pouvez vous voir ici, c'est que la phase tonico-clonique, en réalité, n'est pas très longue. Elle dure 1 à 2 minutes, rarement au-delà de 3 minutes. En faveur d'une crise convulsive généralisée tonico-clonique, une perte de connaissance précédée d'un cri, la morsure latérale de la langue qui peut survenir soit à la phase tonique, soit à la phase clonique, bien entendu les convulsions qui prédominent en général au niveau des membres supérieurs. Les convulsions, elles débutent initialement comme un tremblement, puis augmentation d'amplitude, et elles deviennent plus amples et moins fréquentes jusqu'à s'arrêter. Vous avez une reprise de conscience typiquement avec une respiration stertoreuse. La personne se met à avoir un ronflement. Vous avez une confusion qui est prolongée, c'est-à-dire que le premier souvenir pour les patients, en général, c'est l'arrivée des secours une dizaine de minutes après la crise. Vous pouvez avoir, mais ce n'est pas constant, des céphalées dans la période post-critique, une éventuelle crise de migraine. Et comme il s'agit d'un effort physique, les personnes peuvent se plaindre de courbatures ou d'une asthénie. Tout ceci pour vous dire, pour la différence avec, voilà, sur cette planche, vous avez le début chez cette patiente où elle pousse un cri, les yeux sont ouverts. Le début de la phase tonique, il est variable, il peut être avec les bras en flexion. Puis la phase tonique et début de la phase clonique, les bras sont en extension. Cette fois-ci, la patiente est en apnée. Puis la phase de convulsion, ici. Puis la phase résolutive. À ce moment-là, la crise est terminée et c'est quelque chose qu'il faut bien expliquer aux patients, c'est-à-dire qu'à l'entourage, cette phase de coma, de somnolence, où la personne reprend sa conscience en respirant, la crise est terminée. La crise dure 1 à 2 minutes et bien entendu, au-delà de 5 minutes, il faut faire un traitement d'urgence pour arrêter la crise convulsive. Alors, un des diagnostics différentiels tout à fait typiques est la différence entre une crise d'épilepsie et une syncope. Donc, je vous le rappelle brièvement, la syncope, la perte de connaissance est brève, mais surtout, vous n'avez pas de confusion post-critique, c'est-à-dire que la personne sait où elle se trouve, va vous répondre assez correctement, sauf si vous avez eu un traumatisme crânien, si la personne est tombée sur la tête et qu'elle a eu un traumatisme crânien, elle peut être confuse. Dans la syncope, vous n'avez pas de morsure latérale de la langue, mais parfois, vous pouvez avoir une morsure de la pointe. Cela peut s'expliquer si la personne tombe en avant sur le menton, la pointe de la langue sous les dents, donc vous pouvez avoir une petite morsure de la langue. Ce qu'il faut connaître, c'est que vous avez possiblement quelques secousses myocloniques dans une syncope, mais vous n'avez pas l'amplitude de la crise d'épilepsie.
Donc, il faut toujours demander à l'entourage si les secousses elles ont été impressionnantes ou alors est-ce que ça a été quelques secousses. On parle, quand il y a des secousses, de syncope convulsivante, mais le terme de convulsivante n'est pas un très très bon terme. C'est en fait des secousses myocloniques en relation avec l'anoxie cérébrale. Au cours d'une syncope, pas de céphalée, pas de courbature et vous pouvez retrouver des circonstances favorisantes comme la station debout prolongée, la douleur dans le cadre d'une syncope d'origine vagale. Je vous montre une syncope un petit peu particulière, une syncope tussive pour que vous voyez la sémiologie. Là, tout provoque un équivalent de manœuvre de Valsalva. Marie, mettez-vous un petit peu dans le champ maintenant. Marie, ça va? Je fais tousser. Allez-y, toussez. Rouge. Il faut prendre le vegan. Et pieds sur la droite. Comment vous sentez? Voilà, vous avez entendu, il a tout de suite répondu qu'il s'est senti mal. Alors, c'était quand même un patient adressé dans un centre d'épileptologie pour une suspicion d'une épilepsie parce qu'il avait des pertes de connaissance impressionnantes, parfois perte d'urine, parfois perte de sel et notion de convulsion. Mais en fait, vous avez vu, il a eu quelques secousses, il n'a pas eu vraiment de convulsion. Par rapport à la perte d'urine, je ne vous ai pas parlé dans la sémiologie des crises convulsives généralisées tonico-cloniques parce que finalement, ce n'est pas un très bon signe. Vous pouvez perdre vos urines au cours d'une syncope. Si vous avez la vessie pleine, que vous perdez connaissance au cours d'une syncope, vous allez perdre vos urines. Donc, ce n'est pas un très, très bon signe pour faire la différence entre une syncope et une crise d'épilepsie convulsive généralisée tonico-clonique. Maintenant, un autre aspect, les myoclonies. Les myoclonies intéressent plusieurs groupes musculaires adjacents. Il s'agit d'un mouvement qui est brusque ou une série de mouvements d'intensité variable. Vous pouvez avoir des myoclonies qui sont très légères à des myoclonies qui sont massives. Elles peuvent intéresser les membres supérieurs ou les membres inférieurs. Les patients peuvent vous le rapporter comme un lâchage d'objets, une maladresse, et typiquement dans l'épilepsie myoclonique juvénile, c'est un adolescent, un jeune adulte qui va lâcher son bol de café ou son bol de thé le matin dans la période du réveil, ou alors qui va avoir une secousse myoclonique, par exemple quand il se brosse les dents. Elles peuvent être isolées en salve et elles peuvent précéder une crise convulsive généralisée tonico-clonique, comme je vais vous le montrer par la suite. Lorsque vous recevez un patient après une première crise généralisée tonico-clonique, cela doit faire partie de votre interrogatoire systématique de demander s'ils n'ont pas des secousses dans la période notamment du réveil ou alors s'ils n'ont pas eu de secousses qui ont précédé la crise convulsive généralisée tonico-clonique. Et si vous avez à votre interrogatoire la notion de secousse, vous êtes dans un diagnostic très probablement d'épilepsie myoclonique juvénile. En ce qui me concerne, j'ai vu une patiente qui a présenté une première crise convulsive généralisée tonico-clonique à 67 ans, mais en reprenant son interrogatoire, elle avait des secousses myocloniques. Elle a eu des secousses myocloniques toute sa vie, mais ne pensait pas que c'était quelque chose de pathologique. Et donc, le diagnostic a été fait à 67 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, il n'y a pas de rupture de conscience au cours de la secousse myoclonique parce qu'elles sont trop brèves, mais les patients peuvent vous décrire qu'ils ont eu une sorte de bug très, très bref ou parfois un flash, une vision du soleil, un courant électrique qui les parcourt. Je vous montre cette jeune patiente avec des secousses myocloniques, mais déclenchées par la stimulation lumineuse intermittente, et vous avez sur l'électroencéphalogramme l'aspect tout à fait typique avec une première bouffée de pointe onde généralisée,
donc qui touche l'ensemble des électrodes, avec des petites secousses myocloniques qu'on recueille sur les deltoïdes droits. Elles prédominaient sur le deltoïde droit. Ici, c'est en montage en 30 mm par seconde. Donc, voici sa vidéo. Une autre patiente, cette fois-ci déclenchée par la télévision avec tube cathodique. C'est quelque chose que j'aime bien avec le célèbre dessin animé japonais Pokémon. Vous avez une première bouffée de pointe onde ici avec deux petites secousses myocloniques. Donc, il faut bien regarder les membres supérieurs. Cette jeune patiente a une épilepsie myoclonique juvénile. Ici, vous voyez la séquence avec les deux secousses sur le deltoïde droit et gauche en 30 mm par seconde et l'aspect EEG, polypointe, onde. L'amplitude a été extrêmement réduite sur ce tracé. L'aspect EEG est typique d'une épilepsie myoclonique juvénile, à la somnolence, une bouffée de pointe onde, mais surtout dans la période du réveil, ici, une très très nette activation avec des pointes ondes généralisées que vous voyez sur cet extrait. Un autre exemple typique d'une myoclonie dans le cadre d'une épilepsie myoclonique juvénile avec ces polypointes ondes, secousses myocloniques sur les deltoïdes droit et gauche, polypointe onde généralisée, secousse myoclonique sur le deltoïde droit et gauche. Alors maintenant, quels sont les pièges des myoclonies? Il faut savoir que, certes, l'aspect EEG, c'est une décharge de polypointe onde généralisée, parfois pointe onde généralisée, mais les myoclonies sont souvent asymétriques dans le cadre d'une épilepsie myoclonique juvénile et elles prédominent souvent aux membres supérieurs et à la main dominante. Et donc, vous avez une impression d'asymétrie. Ensuite, les myoclonies peuvent toucher les membres inférieurs et lorsqu'elles touchent les membres inférieurs, elles peuvent être responsables d'une chute. Ensuite, les myoclonies, dans notre expérience, elles sont parfois prises pour des manifestations psychogènes parce que ça semble un petit peu bizarre, ces manifestations à la personne qui le prend en charge. Et je vais vous montrer par exemple des myoclonies tout à fait typiques dans le cadre d'une épilepsie myoclonique juvénile. Donc, vous voyez cette patiente. Donc, vous avez vu les secousses myocloniques des membres supérieurs et elle pousse un petit cri, une autre. Donc, voilà, donc parfois c'est pris, et surtout dans le cadre d'un état de mal myoclonique, c'est parfois pris pour des manifestations psychogènes. L'aspect EEG qu'il faut absolument retenir, je me le répète, polypointe, onde généralisée, ici, polypointe, onde généralisée avec l'enregistrement des myocloniques sur les muscles deltoïdes droit et gauche, mais également sur le menton. Ici, je vous ai mis extrait d'une publication de 1950 qu'il faut absolument retenir, qui est toujours valable. Je vous l'ai traduit en français. C'est que la plupart des décharges de pointe ou d'ondes aiguës d'importance clinique sont suivies d'une onde lente ou d'une série de déflexions lentes. Si vous n'avez pas d'onde lente, il faut surtout se méfier d'un artefact. Je rajouterai, il faut aussi se méfier d'un rythme inhabituel, comme vous avez pu le voir ce matin, en particulier, par exemple, de pointe en palissade. Il faut absolument retenir qu'en épileptologie, le pattern électroencéphalographique qui domine, c'est la pointe onde, c'est la polypointe onde. Et si vous n'avez que des polypointes, méfiez-vous, peut-être que ça peut être un artefact. Et je vais vous le montrer avec cette publication. Ici, cette publication dans Epilepsy and Behavior Case Report d'une dame de 84 ans, interprétée comme un état de mal myoclonique, et on peut lire l'interprétation qui en avait été faite, des bouffées de polypointe généralisées de durée 1 à 3 secondes. Alors effectivement, en rouge, l'hémisphère gauche, en bleu, l'hémisphère droit, on voit des polypointes
Mais rappelez-vous, le pattern EEG dominant, c'est en épileptologie, c'est de la polypointe onde. Si vous avez que des polypointes, méfiez-vous d'un artefact. Et je pense que c'est un artefact, que ce sont des secousses, que c'est un artefact musculaire, et ce, d'autant plus que quand on regarde la région du vertex, vous n'avez pas de polypointe sur la région du vertex. Et pourquoi il n'y a pas de polypointe? Parce qu'au niveau du vertex, vous n'avez pas d'artefact musculaire. Donc, ce n'est pas possible en épileptologie d'avoir des anomalies sur l'hémisphère gauche, des anomalies sur l'hémisphère droit, mais par contre, la région médiane, aucune anomalie. Donc, je pense que les auteurs ont interprété à tort des artefacts musculaires, donc des myoclonies d'origine toxique et certainement pas des myoclonies d'origine épileptique. En ce qui concerne l'injection d'une benzodiazépine intraveineuse, cela entraîne un sommeil, un endormissement, donc les myoclonies disparaissent, mais on voit que finalement, elles étaient toujours un petit peu présentes et à ce moment-là, il n'y a aucun paroxysme sur l'électroencéphalogramme. Par opposition, là, je vous montre un véritable état de mal myoclonique compliquant une épilepsie généralisée idiopathique et vous pouvez le voir, le pattern EEG, comme je vous l'ai expliqué, polypointe, onde, polypointe, onde, polypointe, onde, polypointe, onde, et surtout, les polypointes ondes, il n'y a pas de raison, elles sont aussi présentes sur la région médiane. Les myoclonies, c'est une crise généralisée, donc vous l'observez sur l'ensemble des dérivations. Maintenant, je vous ai dit que les secousses myocloniques peuvent précéder une crise convulsive généralisée tonico-clonique, comme vous pouvez le voir ici sur la vignette, au repos, la salve de myoclonie, et puis le début de la phase tonique avec plutôt les membres supérieurs en extension, l'apnée, la couleur du visage a changé. En ce qui concerne le pattern EEG, c'est toujours la même chose, mais à cette époque, on ne mettait pas d'EMG systématique. Vous pouvez, de façon très très claire, polypointe, onde, polypointe, onde, polypointe, onde. Donc, à ce moment-là, vous avez les secousses myocloniques, le début de la phase tonique avec une activité de rythme rapide, épileptique, puis après, la surcharge avec des artefacts musculaires. Je vous la montre en vidéo. Ici. De l'injection. Ah. Non, je m'injecte, je pousse un peu. Donc, vous avez vu le caractère très, très impressionnant de cette crise, la modification de la couleur du visage, la phase, donc les secousses myocloniques, la phase tonique, puis la phase de convulsion. Alors, les absences. Les absences pour nous, médecins, c'est très important dans la définition. C'est une rupture de conscience avec, sur le plan électroencéphalographique, du point-onde ou du polypoint-onde généralisé ou diffuse à l'électroencéphalogramme. Ça, c'est la définition médicale d'une absence que vous devez avoir. Par contre, les patients, eux, ne connaissent pas la terminologie médicale et lorsqu'ils ont une crise avec une rupture de conscience, ils vont souvent employer le terme d'absence, par exemple dans le cadre d'une crise temporale. Mais vous devez garder la définition absence, rupture de conscience et anomalie généralisée ou diffuse sur l'électroencéphalogramme. Alors, on distingue deux types d'absences, les absences typiques versus les absences atypiques. Les absences typiques, vous avez du point-onde généralisé à 3,5 cycles par seconde et habituellement, c'est accompagné d'une rupture complète de la conscience.
Vous pouvez le voir ici en bas. Je vous ai mis en rouge 1 seconde et quand vous comptez les points d'onde, vous en comptez 3. 1, 2, 3. Donc, vous êtes à 3 cycles par seconde. Par opposition, les absences atypiques. Les absences atypiques, on va les rencontrer dans les encéphalopathies épileptiques, dans le syndrome de Lennox-Gastaut par exemple. Vous avez du point d'onde qui apparaît en général moins généralisé, donc plutôt diffus, mais à 2,5 cycles par seconde. Et la rupture de conscience, elle est moins complète que dans une absence typique. Donc ici, vous prenez 1 seconde et vous voyez, vous comptez les points d'onde, vous êtes à 2,5 cycles par seconde. Donc tout le monde connaît la distinction supérieure à 3 cycles par seconde ou 2,5 cycles par seconde, mais dans la définition, si vous êtes au-delà de 3,5 cycles par seconde, vous êtes aussi dans le cadre d'une absence atypique. Si vous avez du point d'onde à 4 cycles par seconde, à 5 cycles par seconde, vous n'êtes plus dans une absence typique. Il s'agit certainement d'une épilepsie qui va vous poser des problèmes d'ajustement thérapeutique. Donc, absence typique chez un petit garçon lors de l'hyperventilation. Fleur. Chemin. Train. Donc, ce que vous pouvez noter, c'est qu'il reprend l'hyperventilation comme si de rien n'était et il n'a absolument pas retenu les mots qu'on lui disait pendant l'absence. Alors, une chose importante, c'est que si vous n'avez pas enregistré d'absence chez un enfant non traité après 3 hyperventilations, vous pouvez remettre en cause le diagnostic d'épilepsie absence de l'enfant. En épileptologie, on enregistre pratiquement que des anomalies intercritiques, c'est-à-dire entre les crises. On n'a pas besoin d'enregistrer de crise pour faire le diagnostic d'une épilepsie. On enregistre des crises dans le cadre de bilans préchirurgicaux, mais en pratique courante, on n'a pas besoin d'enregistrer une crise, sauf l'épilepsie absence de l'enfant, où pour porter le diagnostic, vous êtes obligé d'enregistrer au moins une absence chez un enfant qui n'est pas traité. Et si vous n'avez pas enregistré après 3 hyperventilations, vous pouvez remettre en cause le diagnostic d'épilepsie absence de l'enfant. Sur le plan électroencéphalographique, comme vous pouvez le voir ici, vous avez une très courte absence ici avec du point d'onde à 3 cycles par seconde, tout à fait typique. Mais j'attire votre attention car chez l'enfant, vous avez un aspect EEG que l'on voit assez fréquemment avec des ondes lentes delta postérieures, en général bilatérales, qui sont donc au niveau des régions occipitales, bilatérales, des ondes lentes delta qui sont parfois encochées de pointe, qui sont très en faveur d'une épilepsie absence de l'enfant. Donc ici, vous avez les ondes lentes delta postérieures et vous avez les points d'onde à 3 cycles par seconde, ici en 30 mm par seconde. Un autre exemple d'absence typique lors de l'hyperventilation, vous avez l'absence ici qui sature le signal EEG. Donc, de façon très simple, il suffit de baisser l'amplitude et vous voyez de façon très, très nette, quand vous avez baissé l'amplitude, les aspects de point d'onde. J'attire votre attention ici sur l'aspect EEG qui peut vous paraître très, très ample, très lent, avec des ondes lentes. C'est en relation avec l'hyperventilation, comme vous l'a expliqué le docteur Crespel ce matin. C'est ce qu'on appelle l'hypersynchronie lente que l'on observe au cours de l'hyperventilation. C'est un piège EEG. Donc, une bouffée delta sinusoïdale, comme vous pouvez le voir ici. Donc, un piège, par exemple, c'est très, très ample et il y a un risque d'interprétation, ce type d'EEG, comme une absence. Il suffit de baisser l'amplitude pour voir le caractère sinusoïdal et l'absence de pointe.
Ensuite, ce qui me paraît tout à fait typique d'une hypersynchronie lors de l'hyperventilation, vous avez une première bouffée, ça s'arrête, une deuxième bouffée, ça reprend. Alors, une distinction qui est très importante, la distinction entre épilepsie absence de l'enfant versus épilepsie absence de l'adolescent ou épilepsie absence juvénile. Chez l'enfant, ça débute vers 5-7 ans. Chez l'adolescent, vers 10-12 ans. Mais parfois, il peut y avoir un chevauchement entre les deux et la distinction peut être difficile à faire. Comment peut-on faire la distinction sur un plan clinique? L'épilepsie absence de l'enfant, les absences sont courtes, vous l'avez vu en vidéo et lors de l'EEG, et elles sont extrêmement fréquentes. Elles peuvent se répéter plus une dizaine de fois, une vingtaine de fois, voire plus dans la journée. Donc, absence courte et fréquente. Par opposition, chez l'adolescent, les absences sont longues et elles sont peu fréquentes. Ensuite, dans le cas typique, il n'y a pas de crise généralisée tonico-clonique chez l'enfant. Elles peuvent apparaître vers 9-10 ans. Par contre, chez l'adolescent, il est fréquemment associé à des crises généralisées tonico-cloniques. Chez l'enfant, pas de myoclonie. Chez l'adolescent, il peut y avoir des myoclonies, mais elles sont peu nombreuses. Alors, ceci, c'est très important sur un plan thérapeutique, car l'enfant, vous pouvez le traiter, par exemple, par de l'étoxucimide, qui est un médicament spécifiquement anti-absence, qui ne marche que sur les absences. Par contre, il n'est pas conseillé de traiter un adolescent uniquement avec de l'étosuccimine, parce que l'étosuccimine n'a pas d'efficacité sur les crises convulsives généralisées tonico-cloniques. Donc, un adolescent, on va privilégier une molécule qui marche à la fois sur les crises généralisées tonico-cloniques et à la fois sur les absences. Donc, globalement, il y en a deux, soit le valproate, soit la lamotrigine. Et bien entendu, vous pouvez faire des associations. Vous pouvez faire, si vous le voulez, une association valproate et étosuccimide, valproate plus lamotrigine ou lamotrigine plus étosuccimide. Mais il faut essentiellement couvrir les crises généralisées tonico-cloniques. Ensuite, sur le plan électroencéphalographique, vous avez du point-onde à 3 cycles par seconde dans l'épilepsie absente de l'enfant et des éléments delta postérieurs chez l'enfant. Par contre, chez l'adolescent, fréquemment, vous avez une composante polypointe onde, comme je vais vous le montrer. Ici, vous avez une absence de l'adolescent. Alors, quand on fait un grossissement, vous pouvez voir au sein de l'absence les aspects de polypointe onde. Ici, vous avez plusieurs pointes, et puis là, vous voyez plusieurs polypointes. Donc, si vous avez dans votre absence une composante polypointe, vous êtes plutôt dans un registre de l'adolescent par rapport à l'enfant. Je vous ai dit que les absences de l'adolescent sont plus longues. Là, vous voyez que c'est une absence qui va durer une trentaine de secondes et que quand ces absences sont un peu longues, vous pouvez avoir quelques automatismes. Par exemple, ici, c'était oro-alimentaire, mais qui sont très légers. Vous n'avez pas les automatismes que vous pouvez avoir dans une crise temporale, notamment. Donc, pour résumer, l'enfant par rapport à l'adolescent, les ondes lentes postérieures que vous retrouvez sur les régions occipitales, c'est en faveur de l'enfant. L'absence de courte durée, l'enfant. L'absence longue, l'adolescent. Et si vous avez une composante polypointe dans vos absences, vous êtes plutôt chez l'adolescent. Les absences atypiques, là, je vous montre un exemple dans le cadre d'un syndrome de Lennox-Gastaut d'origine post-traumatique. Donc, vous avez une absence ici qu'on va qualifier d'atypique, car si vous comptabilisez les pointes ondes, elles sont à 2,5 cycles par seconde. Et bien entendu, comme je vous l'ai expliqué, le patient, en général, a une rupture moins longue. Maintenant, une autre forme de crise généralisée que l'on rencontre dans les encéphalopathies épileptiques et typiquement dans le syndrome de Lennox-Gastaut, la crise tonique. Sur un plan EEG, la crise tonique peut débuter de façon habituelle par un grand complexe lent diffus bilatéral que vous voyez ici, suivi d'un aplatissement et vous voyez une activité rythmique de bas voltage qui augmente en amplitude ici, puis après qui se morcelle.
Donc là, c'est une présentation typique d'une crise tonique, petite accélération de la fréquence cardiaque, apnée, et vous avez la contraction sur le muscle au niveau du cou chez cette patiente. Donc, vous avez la décomposition. Les crises toniques de façon typique surviennent en sommeil, l'élévation des membres supérieurs, comme vous allez le voir en vidéo. Donc, voilà, je vous montre la vidéo. Alors, les crises toniques surviennent de façon très majoritaire dans le cadre d'un syndrome de Lennox-Gastaut en sommeil, mais elles peuvent survenir en veille. Comme vous avez un exemple chez cet enfant, vous voyez, il était en train de lire, fléchissement tonique de la tête, ici, et puis élévation des membres supérieurs. Et vous voyez que la crise, elle ne dure pas très très longtemps, elle dure une dizaine de secondes. Et comme précédemment, ça débute par un complexe lent diffus, activité rapide, mais chez cet enfant surchargé d'artefacts musculaires. Et vous voyez la contraction sur les deltoïdes ici droit et sur le deltoïde gauche. Alors, s'il avait été debout, certainement, il serait tombé. C'est pour ça que ces enfants portent souvent des casques pour les prévenir des chutes. Alors, en sommeil, c'est très habituel. Les syndromes de Lennox-Gastaut, ils font des crises toniques toutes les nuits et en général plusieurs fois par nuit. Ça peut se répéter une dizaine de fois dans la nuit. Un autre exemple de crise tonique avec une présentation un petit peu différente parce que là, vous n'avez pas un début par un grand complexe lent, mais vous avez une activité rapide de bas voltage qui augmente en amplitude et qui diminue en fréquence. Vous voyez que la crise est très, très courte, moins de 10 secondes, et sur un plan clinique, petite révulsion des yeux et puis élévation des membres supérieurs. Et ici, il paraît un petit peu confus. Les chutes atoniques pures sont beaucoup plus rares que les crises toniques. Vous avez un exemple emprunté ici à Henri Gastaut avec une chute, un pauvre petit garçon qui a son nounours ici. Les crises atoniques, on les voit dans les encéphalopathies épileptiques. Sur un plan électroencéphalographique, il n'y a pas d'aspect tout à fait particulier des crises atoniques en EEG. Vous pouvez avoir soit des polypointondes, soit des pointondes, soit des rythmes rapides épileptiques suivis de pointondes. En fait, ce qui vous permet de faire le diagnostic de crise atonique, c'est l'électromyogramme. Et vous voyez le tonus musculaire qui s'interrompt et qui va reprendre à la fin de la décharge ici. Donc, c'est l'électromyogramme qui va vous faire le diagnostic. Je vous montre un exemple ici de crise atonique dans le cadre d'un syndrome de Lennox-Gastaut. Vous voyez que le tonus musculaire s'interrompt. Il y a une véritable atonie, puis il va reprendre de façon progressivement. Sur le plan EEG, ça débute par un complexe lent diffus, un aplatissement, puis des rythmes rapides qui augmentent en amplitude, ici, et puis après qui se morcellent. Finalement, si vous n'avez pas l'EMG, vous ne pouvez pas faire la distinction entre crise tonique et crise atonique. C'est l'EMG qui vous dit que c'est une crise atonique avec la résolution du tonus, mais si je n'avais pas l'EMG, je pourrais vous l'interpréter comme une crise tonique. Les crises myoclono-atoniques, maintenant, les crises myoclono-atoniques, c'est un type de crise que l'on rencontre notamment dans l'épilepsie myoclono-atonique, myoclono-astatique ou syndrome de Dose, qui est une épilepsie un peu frontière entre épilepsie généralisée idiopathique et encéphalopathie épileptique, parce que vous avez des formes qui sont très, très bénignes, qui se rapprochent des épilepsies généralisées idiopathiques, et vous avez des formes très sévères qui se rapprochent des syndromes de Lennox-Gastaut. Ici, c'est une planche. Vous pouvez voir ici en veille une bouffée de pointonde généralisée avec une secousse myoclonique, mais par contre ici une chute avec une bouffée de pointonde généralisée accompagnée d'une chute, et c'est comme précédemment, c'est l'électromyogramme qui vous dit qu'il y a une atonie musculaire en même temps que la pointonde. Vous observez au niveau de la pointe une myoclonie,
et là, juste après la myoclonie, l'atonie. Et c'est au moment de cette atonie que vous avez la chute. Un autre exemple, vous pouvez l'observer aussi, ces phénomènes de myoclonoatonie dans des épilepsies myocloniques progressives, comme ici, c'était une épilepsie myoclonique sénile compliquant dans le cadre d'une trisomie 21. C'est des patients vers 50 ans qui débutent une maladie d'Alzheimer et une épilepsie avec des myoclonies. Et vous voyez que, contemporain de la décharge de point tonde généralisée, vous avez une secousse suivie d'une atonie musculaire. Maintenant, je vous montre un exemple un petit peu particulier chez cette jeune adolescente qui avait 15 ans lorsqu'on la prend en enregistrement. Vous avez une polypointe onde, tout à fait typique d'une épilepsie myoclonique juvénile. Mais quand on regarde bien l'activité musculaire sur le MG droit, le deltoïde droit, le deltoïde gauche, vous avez une myoclonie suivie d'une atonie. Ça, c'est quand même très inhabituel d'avoir des myoclonies atonies dans le cadre d'une épilepsie myoclonique juvénile. Par ailleurs, dans l'épilepsie myoclonique juvénile, vous pouvez avoir des absences typiques, mais là, vous voyez un aspect, vous ne pouvez pas dire que c'est une absence typique, c'est une absence atypique, c'est du point onde inférieur à 3 cycles par seconde, et la rupture de conscience n'était pas non plus très, très prononcée, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle avait une absence. Par ailleurs, lors de l'hyperventilation, ce qui était tout à fait notable, ici il y a des artefacts de clignement de paupières, mais vous observez aussi des polypointes ondes. Et quand on regarde de façon attentive le muscle deltoïde droit et gauche, on voit que cette jeune patiente avait des myoclonies erratiques sur le deltoïde droit, ou alors parfois le deltoïde gauche, parfois le deltoïde droit, et puis ici de façon bilatérale. Donc, ceci est très, très inhabituel, ne correspond pas à un tableau d'épilepsie myoclonique juvénile, mais on était dans un tableau d'épilepsie myoclonique progressive. Et cette jeune patiente, elle était sous traitement antiépileptique, mais à spectre étroit. Donc, il y avait une aggravation paradoxale de son épilepsie au moment où on l'a pris en charge. Après modification de son traitement antiépileptique, c'est-à-dire utilisation de médicaments à large spectre tels que le valproate, associé à de la lamotrigine, et compte tenu de la gravité, parce qu'elle faisait des crises généralisées tonico-cloniques toutes les semaines, une petite dose de phénobarbital, parce que le phénobarbital reste quand même un excellent médicament antiépileptique. Elle est devenue totalement libre de crise, et maintenant, elle a 21 ans, elle a le permis de conduire et elle est en première année d'école d'infirmière, alors qu'à l'âge de 15 ans, elle évoluait défavorablement avec des crises plusieurs fois par semaine. Voilà, je voudrais conclure en vous présentant, en vous disant que la plupart des planches que je vous ai montrées sont tirées de nos atlas d'électroencéphalographie publiés en 2019, mais malheureusement uniquement en anglais à ce jour. Probablement, nous ferons une édition en français. Voilà, je vous remercie.